Aujourd'hui, une professionnelle qui s'appelle Nadia. Nadia, bonjour, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour à tous. Pas déjà pour commencer. Ça va très bien. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux nous donner, te présenter, nous donner l'intitulé de ton poste, d'où tu viens, ton nom et ton prénom, le rappeler peut-être? Oui, bah moi c'est Nadia Atman. Aujourd'hui, je suis chef de projet digital chez Maileva et je viens de Paris. D'accord, donc t'es chef de projet, c'est l'intitulé de ton poste, C'est ça. Maleva, travail. Est-ce que tu peux d'abord nous expliquer ce que ça veut dire chef de projet digital? Alors, bah, chef de projet digital, c'est de pouvoir gérer des projets qui vont être liés à tout ce qui concerne bah, des sites internet ou des applications mobiles. D'accord, très bien. Donc en fait, tu supervises des projets sur tout ce qui est numérique. C'est pour ça que tu es là cette C'est semaine, ça, puisqu'on est dans les semaines du complètement. numérique. Et bah, c'est le cœur de métier de MyLeva d'ailleurs, parce que bah, notre objectif, notre mission, ça va être d'accompagner les entreprises dans leur transformation numérique en leur proposant des solutions de dématérialisation. D'accord, ok, très bien. Et est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est Maleva? Alors, bah, MyLeva, comme je vous le disais, c'est une filiale de d'Ocapost et c'est une plateforme d'envoi en ligne pour les professionnels. Et notre mission, ça va être d'accompagner essentiellement les entreprises dans leur transformation numérique et pouvoir leur proposer des solutions de dématérialisation. Donc, juste pour vous donner un petit exemple de transformation numérique, bah, on va avoir si je prends l'exemple des bulletins de paie, auparavant, bah, c'est vrai que les bulletins de paie, ils pouvaient être donnés manuellement ou envoyés par courrier. Et Maileva a, par exemple, proposé une offre qui s'appelle DigiPost. Et l'objectif, c'était de proposer un coffre-fort numérique aux salariés pour qu'ils puissent recevoir leur bulletin de paie de manière dématérialisée et sécurisée. Eh ben, écoute, merci pour cet exemple très concret. Je crois Voilà. qu'on a très bien compris de manière générale ce que tu faisais et je vais t'inviter à nous expliquer en détail ce que tu fais puisque on a divisé en quatre grands ensembles ton quotidien. C'est un peu une caricature, mais c'est pour que nous on ait une idée de ce que tu fais concrètement. On va voir ça tout de suite donc. Vous expliquer ces quatre points. Oui, alors bah, du coup, le métier de chef de projet digital, c'est un métier assez global avec une vision un peu à 360 degrés. Donc, il va y avoir différentes étapes dans ce métier. Une première étape qui va être de recueillir le besoin. Donc, en gros, c'est ce qu'on va appeler la phase de discovery. C'est une phase de découverte. Donc, c'est une étape qui est très importante et l'objectif de cette étape, ça va être de créer une solution ou un produit qui a de la valeur pour nos utilisateurs. Une solution qui va répondre à un vrai besoin ou à une vraie problématique. Et de réfléchir aussi à une solution qui va être utilisée et qui va être comprise par nos utilisateurs. Et également, une solution qui va être faisable rapidement. Juste pour vous donner un peu de concret, l'idée, c'est de ne pas foncer tête baissée sur une solution technique, mais de bien se focaliser sur le besoin des utilisateurs, de pouvoir comprendre les utilisateurs, comment ils utilisent les solutions, les problèmes qu'ils peuvent rencontrer pour pouvoir les accompagner au mieux. C'est savoir C'est ça. quel est le problème que rencontre chaque personne et pas faire un projet qui ne sert à rien. C'est un C'est projet ça, qui servait de complètement. résoudre les Et pour problèmes. ce faire, oui, non, mais complètement, tu as totalement raison. Et l'idée, ça va être de s'oxygéner pardon, auprès des personnes qui sont en première ligne, donc qui sont en contact direct avec les clients. Donc, ça peut être les commerciaux, mais aussi la relation client, les équipes support, et qui vont nous alimenter sur toutes ces problématiques clients ou tous les besoins qui sont remontés par les clients pour qu'on puisse les instruire. C'est très clair. En deuxième, là, tu vas devoir concevoir la solution
C'est ça. Bah, alors, une fois qu'on a défini à quelle problématique on souhaitait répondre, on va pouvoir réfléchir à comment techniquement on fait pour répondre à ces différents besoins. Et là, pour faire cette partie, on va être accompagné de développeurs. Donc, l'idée, ça va être de présenter les besoins qu'on a recueillis auprès des équipes métiers et des utilisateurs, bien sûr, et qu'on va pouvoir mettre en place, et de présenter ces besoins clairement aux développeurs. Donc, c'est un vrai moment de partage. Et l'objectif, c'est qu'ils puissent comprendre les enjeux du besoin et puissent proposer la solution la plus simple possible pour répondre à ce besoin. Alors jusque-là, c'est extrêmement clair. Je crois que ça l'est aussi pour ceux qui nous écoutent et qui nous voient. Alors, On faut va pas hésiter si vous avez des questions, hein. les questions, je sais qu'on va en répondre à pas mal juste après, donc pour l'instant je ne les pose pas, notamment quel diplôme avez-vous? On va y répondre dans les slides prochaines, ne vous inquiétez pas, ça va être... on va en parler, pardon. Je demande aussi si la vitesse des échanges et des interprétations, elle est bonne pour vous. N'hésitez pas à nous dire si c'est parfait pour vous. A priori, j'ai l'impression que oui. Et on va donc passer au troisième point, prioriser les sujets. Oui, bah, une fois qu'on a défini le besoin, on a réfléchi à une solution technique pour répondre aux besoins, il va falloir prioriser les différents sujets. Pour pouvoir prioriser ces sujets, il faut bien analyser quelle fonctionnalité a le plus d'impact sur la satisfaction client, mais également quelle fonctionnalité est la plus simple à mettre en place et à développer. Et aussi, un point important, quelle fonctionnalité va me rapporter le plus de business. Et qu'est-ce que c'est le backlog? Alors, le backlog, c'est une sorte de tableau dans lequel on va répertorier l'ensemble des fonctionnalités qui ont été remontées par les équipes métiers et qu'on va pouvoir prioriser. Je vous montrerai un peu plus tard ce à quoi ça ressemble. Et donc le quatrième point, suivre Et le l'avancement. quatrième point, évidemment, suivre l'avancement. Donc, c'est juste s'assurer que le projet avance dans la bonne direction, dans les délais qui nous sont donnés et en respectant le budget qui nous a été alloué. Macha nous demande, est-ce que ce travail, il y a beaucoup d'interactions humaines? Est-ce que tu travailles avec beaucoup de gens? Alors, évidemment, c'est un des points le plus importants dans ce métier parce qu'on va pouvoir travailler et échanger au quotidien avec plein de personnes différentes et sur des sujets différents aussi. Donc, aussi bien avec des personnes liées au métier, donc des équipes marketing, des équipes de la relation client ou des commerciaux, mais également on travaille quotidiennement avec des équipes techniques, donc des développeurs, mais aussi des testeurs, des architectes, etc. Très bien. Est-ce que il y a des langues importantes à connaître quand on est chef de projet digital? Est-ce qu'il y a que le français ou tu utilises aussi l'anglais? Alors, bah, tout ça va dépendre aussi et surtout de l'entreprise dans laquelle on travaille et si on travaille sur des projets internationaux. Mais je dirais que le français est la langue principale. L'anglais est toujours un atout, bah, surtout qu'avec des équipes techniques ou avec des équipes marketing, il y a beaucoup de termes anglais qui sont utilisés. De toute façon, l'anglais, c'est un peu la langue universelle, donc si C'est vous ça. parlez avec des étrangers, on utilisera par convention l'anglais, surtout ben, dans le travail. Une question qui nous est posée par Nicolas aussi, est-ce qu'on a besoin de beaucoup de patience pour faire ton métier? Alors, oui, il faut de la patience car comme je vous le disais, on est en échange permanent avec les équipes métiers qui vont nous alimenter avec des besoins. Et bah, ces besoins, ils peuvent changer dans le temps. Donc, c'est énormément d'échanges avec ces personnes, des ateliers pour bien comprendre les enjeux business des besoins. Et du coup, bah, ces besoins changent assez souvent. Donc voilà, il faut s'armer de patience et être à l'écoute des différents besoins. Ok, très bien, merci pour ces réponses. Peut-être une dernière question avant de passer à la suite. Euh,
Que se passe-t-il quand un projet est hors budget? Est-ce que tu as un budget à tenir dans tes projets Alors complètement, pour chaque projet, on va avoir des délais qui vont nous être donnés et qu'on va définir également avec les développeurs en fonction de la complexité des sujets. Et on a également un budget qui nous est alloué. Donc l'objectif, c'est de respecter ce budget. Après, si on sent, et c'est aussi l'intérêt de pouvoir suivre l'avancement et de suivre le budget qu'on alloue à un projet, c'est de s'assurer qu'on ne dépasse pas. Et si on sent que le budget va potentiellement être dépassé, pouvoir alerter la direction et demander un budget supplémentaire, ou d'un autre côté, retirer des fonctionnalités qui ne sont pas forcément nécessaires pour que le projet réponde au budget qui nous a été donné. Très bien. On me prévient aussi que l'interprète est vraiment un peu flou, quoi. Je préviens la régie pour améliorer ça. On va tout de suite trouver une solution. Ne vous inquiétez pas. Alors, merci pour ces premières réponses. On va continuer tout de suite avec la prochaine slide. Tu nous as donné des photos. Et maintenant, j'aimerais bien que tu nous les expliques. Pourquoi tu as choisi ces photos Oui. et pas d'autres? Alors, j'ai choisi ces photos déjà pour vous présenter un peu mon métier de manière un peu plus globale. Et comme je vous disais, il y a un des points qui est très important, qui est l'instruction des besoins. Cette instruction des besoins, je vous ai dit qu'on l'appelait la phase de discovery. Et il faut savoir que dans cette phase de découverte, on est souvent confronté à différents besoins des équipes métiers. Donc, on peut se retrouver face à un directeur commercial qui va avoir besoin en urgence d'ajouter une fonctionnalité. En parallèle, on va avoir l'équipe de la relation client qui va demander une évolution pour répondre à une problématique client. Et on peut également avoir le marketing qui va avoir besoin d'une autre fonctionnalité. Et l'objectif, ça va être de créer des ateliers avec toutes ces parties prenantes et de présenter chacune de ces fonctionnalités. Et l'idée, ça va être de confronter un peu, entre guillemets, toutes ces fonctionnalités aux équipes métiers, de les présenter et de décider ensemble de la priorisation d'une fonctionnalité par rapport à une autre. Et du coup, on voit encore une fois l'importance de la communication et des échanges avec l'ensemble des parties prenantes. Donc voilà, ça c'était pour vous présenter ma première photo. La deuxième photo, elle correspond à des cartes qui permettent de faire un poker planning. Alors, du coup, c'est assez ludique, hein, on utilise des cartes. Et du coup, en fait, il faut savoir que chaque semaine, on va faire des réunions avec les développeurs. Et avec les testeurs également. Et l'objectif, ça va être de présenter les différents besoins fonctionnels, de les découper en tâches afin de faire en sorte qu'elles soient faisables dans la durée du sprint de 2 semaines. Donc, on va avoir des sprints de 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, il va falloir développer X tâches. Et l'idée, pendant le poker planning, ça va être que chaque développeur va disposer de cartes. Et suite à la présentation des tâches, ils vont devoir estimer la charge de travail et la complexité à développer cette tâche. Du coup, voilà, comme je vous disais, c'est assez ludique. On va pouvoir indiquer son chiffrage. Alors, ça peut aller de 1 s'il s'agit d'une tâche très simple, et ça peut aller jusqu'à 13 ou encore 20 s'il s'agit d'une tâche très compliquée à développer et qui va donc prendre beaucoup de temps. Et du coup, l'utilisation de ces cartes, c'est assez sympa parce que ça permet de créer une dynamique, de créer de l'échange entre les développeurs qui vont pouvoir eux aussi se challenger entre eux. Par exemple, si j'ai un développeur qui chiffre une tâche à 3 et un autre qui chiffre cette tâche à 8 ou 13, ils vont pouvoir échanger sur la solution à laquelle ils pensent et se mettre d'accord. Donc ça c'est très clair pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a très bien compris ce que ça voulait dire. Et on me signale que la qualité de l'image de l'interprète est bien meilleure. Donc parfait. Ensuite, pour finir, tu nous as
donner un peu, j'ai l'impression que c'est un emploi du temps, je me trompe, suivre Alors, les bah, du projets. coup, c'est ce qu'on appelle le backlog. C'est, un outil, donc aujourd'hui, enfin, il y a différentes solutions qui existent. Nous, on utilise la solution, Jira et c'est un outil qui va être accessible par toute l'équipe, donc les développeurs, les testeurs, le chef de projet et l'idée, c'est de pouvoir lister l'ensemble des fonctionnalités, sur ce backlog, pouvoir les prioriser, les spécifier, ajouter du détail, dans chaque fonctionnalité et avoir une vision globale en un seul coup d'œil sur les fonctionnalités qui sont à faire. Donc, on a une première colonne, donc des fonctionnalités qui sont à faire, une colonne avec les fonctionnalités qui sont en cours et une colonne pour les fonctionnalités qui sont terminées. Et ça permet en un seul coup d'œil de pouvoir suivre d'un point de vue macro l'avancement du projet. Question qui revient pas mal dans le chat avant de passer au diplôme, c'est est-ce que tu peux nous donner peut-être les salaires qu'on a quand on est junior pour donner une idée dans ton métier, si tu l'as évidemment, Oui. si tu... Bah alors, pour vous donner une fourchette, pour un chef de projet digital qui débute, qui est donc junior, hein, on va être sur des salaires entre 35 et 42 000 euros. Encore une fois, c'est en fonction de l'entreprise. Et après, avec plus d'expérience, bah, on pourra monter à des salaires entre 45 et on peut même aller jusqu'à 70 000 euros à l'année pour des personnes beaucoup plus expérimentées. Eh ben, je te remercie Nadia pour ces éclaircissements. Je pense que tu as répondu à la question. Il y a une autre question qui est pas mal revenue dans le chat jusque-là, et c'est celle des études. Et je vais te laisser d'abord nous expliquer quelles études tu as faites, et ensuite on parlera de ta vie professionnelle. D'accord. Alors, moi, du coup, j'ai fait un baccalauréat économique et social. J'ai enchaîné avec une formation sur 2 ans, donc un BTS Management des unités commerciales. Donc, une formation en 2 ans que j'ai effectuée en alternance. Et ensuite, j'ai intégré une école de commerce, donc l'IDRAC Paris, pour une durée de 3 ans, en alternance également. Et ça m'a permis de disposer d'un diplôme de master. Un petit son, ça vient peut-être de chez toi, non? Une petite notification? Oui, je vais Ok, bloquer ça. on se demandait si ça venait de chez nous. C'est Je mes te... développeurs qui me parlent. Non, mais je comprends tout à fait. Juste si tu peux l'enlever, je te remercie. Oui. Parfait. Euh, Ensuite, un BTS. Tu as fait de l'alternance, notamment chez AXA. C'est Et ça. tu as été à l'IDRAC. Rappelle-nous ce que c'est l'IDRAC encore une fois, s'il te plaît. Alors, l'IDRAC, c'est une école de commerce qui est basée à Paris. Donc, il y a aussi une école qui est à Lyon également. Et voilà, donc c'est une école de commerce assez générale. Ok, je rappelle aussi, parce que ceux qui nous regardent n'ont pas forcément fait ces études, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un BTS? C'est un brevet de technicien supérieur, c'est ça, non? C'est ça, complètement. Et puis, bah, c'est une formation qui se fait en 2 ans, qui est assez généraliste et qui permet déjà d'apprendre les bases du management, du commerce et du marketing. Je comprends. Eh ben, je te remercie pour l'explication, enfin, de nous avoir partagé ton expérience sur tes études. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait après le bac? Enfin, après plutôt quand tu as quitté l'IDRAC, qu'est-ce que tu as fait après tes alternances? Oui. Alors, bah, j'ai intégré Catalina Marketing. Donc, c'était mon premier CDI. Catalina Marketing, qui est une société qui propose des solutions marketing aux distributeurs pour développer leur vente et renforcer la fidélité des clients. J'étais chargée de projets digitaux. Donc, je travaillais essentiellement sur le lancement d'une application mobile. Et ensuite, j'ai intégré Megan aussi, pour qu'on prenne le temps, tu as été chargé de projets digitaux chez Catalina oui. Marketing. C'était une société qui s'occupe d'offrir des solutions marketing. Est-ce que, c'est un peu compliqué, mais est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le marketing, nous le résumer très simplement, peut-être nous donner une idée, peut-être un... Oui, bah là,
la mission principale de Catalina, par exemple, c'est de pouvoir renforcer la fidélité des clients. Donc, typiquement, quand on va faire ses courses dans une enseigne, on va pouvoir recevoir des coupons de réduction qui sont au format papier. Donc, lorsque la caissière nous donne notre ticket de caisse, elle nous donne aussi également des coupons de réduction pour nos prochains achats. Donc, l'objectif de ces coupons de réduction, ça va être de fidéliser les clients pour qu'ils reviennent acheter un produit en fonction de leurs habitudes d'achat. On va leur transmettre le coupon de réduction qui leur convient et qui répond à leurs achats habituels. Et l'idée, là, encore une fois, ça va être de dématérialiser ces coupons de réduction, de pouvoir avoir une application mobile qui dématérialise ces coupons de réduction pour que le client puisse en disposer simplement en un clic dans son téléphone. Comme exemple, je te remercie. Et avant de passer à ton deuxième travail, je pose une question de Anne dans le chat qui t'intéressera à mon avis. C'est: peut-on être chef de projet digital sans avoir fait des études en informatique du tout? Est-ce qu'il y a besoin de connaissances techniques pour ce métier? Alors, pour ce métier, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de parcours spécifique pour pouvoir être chef de projet digital. On va aussi bien avoir des personnes qui sortent d'une école de commerce et qui ont ces compétences plus business et qui vont avoir une appétence pour les enjeux techniques. Mais on peut aussi avoir des personnes qui ont fait une école d'ingénieur, donc qui ont de grosses compétences techniques et qui vont avoir cette petite appétence business. L'idée d'un chef de projet digital, c'est d'avoir un peu cette double casquette business, mais également s'intéresser au sujet technique. Pour ta réponse. Et ensuite, donc, tu as été chef de projet, toujours, digitaux, C'est toujours, ça, mais chez c'est ça. Leclerc cette fois-ci. Chez Leclerc, voilà. Du coup, j'étais plus spécialement au sein de l'entité Ciplec, qui est la société d'importation des produits non alimentaires. Donc, juste pour que ça vous parle plus, typiquement, ça va être le carburant, l'énergie. Donc, c'est vrai qu'il y a eu l'ouverture du marché de l'électricité aux particuliers. Donc, à la base, on avait EDF qui proposait de l'électricité aux particuliers. Il y a eu une ouverture du marché de l'électricité et donc l'idée, c'était de lancer une toute nouvelle offre différenciante aux particuliers. Et j'ai travaillé sur ce projet. Et ça t'a donné envie de continuer chef de projet digitaux et t'es arrivé C'est chez ça, Maleva. c'est C'est ça, ça? exactement. Très bien. Et il y a une autre question. Je regarde le chat, c'est pour ça que je te regarde pas directement. Je suis aussi ce que disent les jeunes pour voir si on est on est en accord avec eux et qu'ils comprennent ce qu'on dit. C'est quoi tes horaires? Généralement, tes week-ends, tes vacances, c'est une question qui revient vachement, on a envie de savoir. Alors, les horaires, alors après, il faut savoir, enfin, il n'y a pas vraiment d'horaire, ça va être aussi en fonction des semaines, mais en règle générale, on est sur du 9h, 18h, voilà. D'un point de vue vacances, encore une fois, ça va dépendre aussi de l'entreprise dans laquelle on travaille, mais on reste sur les normes. Donc, on a 5 semaines de congés payés, 12 jours de RTT dans l'année. Eh bien très bien, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Justement, on arrive à cette slide où je vais te poser d'autres questions que j'ai lues dans le chat. Notamment, est-ce que tu travailles pendant les vacances? Non, non, non. L'idée, c'est vraiment de travailler pendant ses horaires de travail. Et lorsqu'on est en vacances, il faut couper un maximum. Et c'est pour ça aussi qu'il faut bien anticiper chacun de ces projets pour que l'équipe soit totalement autonome lorsqu'on est en congé. Est-ce que tu peux nous parler plus des équipes avec qui tu travailles? Oui, du coup, les équipes avec lesquelles on travaille, on a donc dans la phase de découverte, on va travailler essentiellement avec des équipes métiers. Donc, ça va être le commerce, l'équipe marketing, la relation client, mais aussi d'autres équipes. Et on va
travailler quotidiennement sur la phase de delivery, donc la phase où on va effectuer les développements avec des développeurs et des testeurs. En fait, c'est des équipes qui changent constamment. T'as pas des équipes récurrentes? Alors, on a des équipes qui changent constamment sur la partie de découverte, où on va instruire les sujets, et les équipes permanentes, ça va être l'équipe de développeurs, de testeurs, qui vont accompagner le chef de projet digital sur toute la longueur du projet. Alexandra te demande, est-ce que tu as la possibilité de travailler en télétravail? Oui, complètement. Alors, on sort d'une période où le télétravail était une nécessité et était rendu obligatoire. Donc, on travaille en télétravail. On a les outils qui nous permettent de le faire. Et ça se passe très bien comme ça. Alors après, c'est vrai que c'est toujours important de pouvoir retourner au bureau pour pouvoir voir les équipes et favoriser les échanges. Mais aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de communiquer quotidiennement et d'échanger toute la journée avec les équipes de dev, mais aussi avec les équipes métiers. Une autre question de Macha. Avez-vous des voyages professionnels hors France? Alors, du coup, ça encore une fois, ça va dépendre des entreprises. Donc en fonction de l'entreprise dans laquelle on va travailler, il y a des chefs de projet digitaux qui travaillent sur des projets à l'international et qui vont être amenés à voyager dans le monde entier. Et moi, je suis dans une entreprise où l'ensemble de nos interlocuteurs restent en France. Donc non, je ne voyage pas à l'étranger hors de France, mais ça peut arriver dans d'autres entreprises. Est-ce que tu peux nous dire si dans ton métier, il y a des plus et des moins pour toi? C'est intéressant de montrer à ceux qui nous écoutent aussi que tu es dans ce métier-là et il y a des choses que t'aimes et il y a des choses que t'aimes Mhm. moins. C'est jamais parfait de toute façon un travail et il y a des choses que tu choisis parce que enfin, parce que t'aimes vraiment ça, quoi. Oui. Bah, c'est vrai que pour moi, le plus de ce métier, ça va être de pouvoir travailler et échanger au quotidien avec plein de personnes différentes et sur des sujets différents. Donc, il faut être proche des équipes métiers pour comprendre leurs problématiques, en fonction des problématiques, être également complètement libre avec l'équipe technique de pouvoir réfléchir à une meilleure solution, à la meilleure solution possible pour répondre à un besoin. Donc voilà, c'est un peu ça pour moi le plus de ce poste, c'est qu'en quelque sorte, on va avoir deux cerveaux, un cerveau plus business, mais aussi un cerveau un peu plus technique. Donc, Alors, bah, pour les moins, je dirais que bah, dans ce métier, c'est important de savoir être autonome. Donc voilà, il faut savoir qu'en tant que chef de projet digitaux, on a une vision globale aussi sur la stratégie de l'entreprise. Donc on sait ce sur quoi on doit travailler, mais en même temps, on va être sollicité par des équipes métiers avec les équipes marketing, commercial, support, qui eux ont une autre vision de leur stratégie et des intérêts qui vont être les leurs et qui vont vouloir bah, donner leur avis sur les fonctionnalités à prioriser. Et c'est assez compliqué de gérer tout ça car il faut bien faire attention de ne frustrer personne. une autre question encore, elle s'enchaîne. J'enchaîne les questions là parce que j'en vois pas mal dans le Oui. chat. Euh, Adriane te demande, est-ce que tu aimes ton métier? Quels sont Oui. elles? Tu l'aimes? Si oui. Alors, bah, du coup, oui, oui, j'aime mon métier. Je le fais depuis maintenant plus de 10 ans. Donc, évidemment que j'aime ce métier. Et bah, pourquoi je l'aime, hein, c'est pour tout ce que je vous disais juste avant. Pouvoir échanger et travailler au quotidien avec des personnes différentes et sur plein de sujets différents. Donc, on n'a pas le temps vraiment de s'ennuyer.
Voilà, enfin moi je suis quelqu'un d'assez commercial et j'ai pas mal d'appétence pour les enjeux techniques. Du coup, voilà, faut avoir envie de toucher à tout et c'est mon cas. Je vais te poser une dernière question et on passera à la slide suivante sur les compétences. Moussa du collège Elsa Triolet te demande si tu engages des stagiaires. Très bonne question. Alors oui, il faut savoir que chez Maïleva et chez DocaPost également, on engage des stagiaires. Donc ça peut être on a en ce moment pas mal de stagiaires de troisième, mais on va aussi avoir des personnes qui nous accompagnent en alternance, donc sur des formations de BTS par exemple, mais aussi des personnes qui sont en école de commerce en alternance. Est-ce que tu as répondu à beaucoup de questions comme un politicien? Voilà. Je vais passer à la slide suivante parce que c'est une question qui est revenue aussi auquel on n'a pas répondu. Oui. La slide des compétences. Alors, on t'a demandé de nous donner 3 compétences que tu penses indispensables de faire pour ton métier. Oui. Bah, je vais commencer par la compétence la plus importante qui est l'organisation. Il faut savoir qu'en tant que chef de projet, il va falloir gérer une roadmap à 6-12 mois minimum, donc avoir une vision globale. Donc la roadmap, c'est la vision globale. Donc on a une liste de besoins et l'idée, c'est de pouvoir avoir cette vision globale sur l'année des différents projets et quand est-ce qu'on va pouvoir les implémenter. Donc, on a cette vision globale et macro de la stratégie à suivre. Et il faut donc avoir cette vision et savoir découper le besoin en fonctionnalités et et pouvoir détailler chaque fonctionnalité de manière plus micro. Du coup, pardon, c'est vrai, Que- j'utilise des Je, termes te- un peu complexes, je je me suis permets de désolée. te redemander d'expliquer. Il n'y a aucun problème. C'est juste, est-ce que tu peux nous réexpliquer ça, s'il te plaît? Ok, donc on a une vision globale de la stratégie de l'entreprise. En même temps, il va falloir être très pointilleux et pouvoir détailler chaque fonctionnalité en détail. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut que ces éléments soient clairs et organisés dans notre tête pour que ce soit le cas aussi dans la tête des équipes métiers, mais aussi des développeurs. Alors, et pour ce faire, hein, comme je vous montrais tout à l'heure, on a la chance d'avoir des outils qui nous permettent d'être le plus organisé possible et de pouvoir anticiper toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans un projet. Donc, essentiellement, l'outil Jira qui nous permet de suivre en un coup d'œil l'avancement du projet. Ciel qui vous permet de communiquer entre vous, j'imagine? C'est ça, exactement. Ça concerne la petite photo que je vous montrais tout à l'heure. Donc, Ah c'est oui. un outil. Toute l'équipe a accès à cet outil et ça nous permet de suivre les fonctionnalités qui sont à faire en cours et terminées. Oui, aujourd'hui, chaque entreprise, pour communiquer entre collègues, on a souvent une plateforme numérique professionnelle. Alors nous, on en aura une autre, on va pas dire les noms, ça va vous perdre, mais il y en a souvent où on peut échanger, où on peut communiquer, et qui est adaptée pour le métier qu'on fait. Elle change effectivement pour chaque métier, mais dont tu nous parlais de la tienne, qui s'appelle, tu m'as dit? Jira. Très bien. Est-ce que tu peux nous passer à la deuxième? Le relationnel, c'est une chose dont tu as parlé Alors, plus tôt. oui, complètement. Le relationnel, la communication. Donc, il faut savoir que la communication, elle est essentielle parce qu'il va falloir bien communiquer les enjeux, les objectifs pour garder un cap et expliquer ce que l'on attend aux développeurs pour pouvoir donner du sens à ce qu'ils vont développer, mais aussi garder de bonnes relations avec les équipes métiers pour savoir justifier pourquoi on fait une fonctionnalité avant une autre pour que personne ne soit frustré. Général,
dans le monde professionnel, il faut avoir de l'écoute et faut développer son relationnel. Ça veut pas dire être forcément très extraverti, parler beaucoup. On Non, peut être timide, c'est pas ça le problème. complètement. La chose, c'est juste de comprendre les autres et de travailler avec eux. Et de pas les bousculer, de les comprendre et d'échanger de la bonne manière, quoi. Et c'est ça C'est le ça. relationnel. D'échanger, d'être à l'écoute et de partager aussi. Le partage, c'est très important parce que c'est en partageant qu'on aura tous la vision, enfin une vision commune. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à développer une relation de confiance. Et c'est ça la clé. C'est ce qui fait un bon chef de projet, de pouvoir développer une relation de confiance avec toutes les équipes avec lesquelles on travaille. Nous dit en commentaire, le travail est très autonome, on est sollicité par les entreprises qui ont une vue différente et des avis différents de nous. C'est vrai, c'est ce que tu nous disais, et il faut vraiment recevoir l'information à l'externe. Enfin, je veux dire, Mm. quand tu es face à une entreprise qui a un problème, à chaque fois tu dois t'adapter. C'est ça, complètement. Alors, en troisième, on a déjà parlé de l'organisation, mais le troisième point, ce sera cette petite appétence technique. Donc, comme je vous disais, on travaille beaucoup avec les développeurs et la relation avec les développeurs qu'on va avoir, elle est clé, elle est hyper importante pour que les développements avancent dans le bon sens. Donc, il faut savoir que l'équipe de développeurs, elle n'est pas au service du chef de projet, mais elle va accompagner le chef de projet euh, pour trouver les meilleures solutions possibles pour répondre à un besoin. Voilà. En gros, Ça pour revient vous sur ce que donner un tu... peu plus de détails, c'est que le lien il faut parler le même langage que les Voilà, c'est ça. développeurs. Il faut que, en gros, ce soit nos meilleurs potes, mais en même temps, il faut savoir imposer certaines choses quand on a la certitude que c'est la meilleure décision pour générer du business. À la question de tout à l'heure, qui était de savoir si il y a vraiment besoin d'avoir des compétences, je veux dire, de savoir faire des choses. Là, ce que tu m'expliquais, c'est pas tant de savoir les faire, mais c'est de les comprendre et de pouvoir échanger avec ceux qui les pratiquent pour leur donner les bonnes directions. C'est ça. Bah, en gros, on porte aussi bien la stratégie. Il faut être capable de justifier pourquoi on va faire une fonctionnalité et pas une autre. Donc, pourquoi on va aller vers une fonction plus technique. Donc ça, il faut savoir l'expliquer. Et pour pouvoir l'expliquer, il faut le comprendre quand les développeurs nous l'expliquent. Donc voilà, c'est surtout cette appétence technique qu'il faut avoir. Mais derrière, on ne va pas nous demander de trouver les solutions techniques. Je te remercie pour ces trois compétences, c'est très clair. Dans le chat aussi, ça l'est, donc c'est parfait. On va passer à la dernière slide, on se rapproche dangereusement de la fin. Et la troisième slide, c'est les clichés de ton métier. Mm. C'est un cliché qui revient beaucoup dans les métiers du numérique. Ce serait un métier masculin. C'est vrai. C'est vrai que dans le domaine informatique en général, beaucoup se disent que bah, c'est des métiers plus masculins que d'autres. Alors, pas du tout. C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint une parité homme-femme dans ces métiers, mais on a de plus en plus de femmes qui occupent des postes dans l'informatique et dans la gestion de projet. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce métier requiert des qualités surtout relationnelles. Il faut savoir fédérer un maximum autour d'un projet, donc que ce soit les développeurs, mais aussi toutes les parties, toutes les autres personnes qui vont contribuer à l'avancement du projet. Et la technique peut faire peur, mais ça reste un sujet qui est abordable pour tout le monde, et peu importe qu'on soit un homme ou une femme.
Ok, bon ben c'est un très bon message. De toutes les manières, on essaie de le redire chaque jour, bien sûr que c'est encore inégal, mais c'est parce qu'il y avait des clichés avant qui persistent et on essaie de les démonter chaque jour, ben, notamment Complètement. avec toi. On merci d'être là, hein. Il s'agit juste de dire que ben, ces métiers-là, ils sont faits pour Pour personne tout a le monde. priori. Tu les découvres, tu les apprends, Pour tu les personne et pour appréhendes. tout le monde en même temps. Exactement. Euh, est-ce que bah, Valencia te demande une chose? Est-ce que tu es stressé quand tu parles avec d'autres entreprises? Je pense que quand on est en troisième, on se dit que ça doit être très dur de parler avec d'autres entreprises. C'est une bonne question. Oui, bah, alors c'est vrai que, bah, moi aussi, j'étais, très stressée quand j'étais, plus jeune et avec l'expérience, bah, on arrive à se détacher un peu de ces blocages, qu'on a et c'est pour ça aussi, que j'ai décidé de faire de l'alternance, juste après, mon baccalauréat. L'idée, c'est de pouvoir, vivre au quotidien auprès, de personnes qui, travaillent réellement parce que, bah, il y a, tout ce qu'on va apprendre à l'école, hein, et qui est très important. Mais il y a aussi la vie en entreprise qui est primordiale et c'est important d'effectuer, bah, que ce soit les stages en entreprise ou même faire de l'alternance. Je vous conseille vivement de le faire parce que ça permet de se mettre en situation, de sortir aussi de sa zone de confort et de prendre confiance en soi. Ou ça te demande si on est obligé d'avoir le bac pour faire ton métier. Alors, le baccalauréat, oui, ça reste, la clé qui nous permet, de faire, des études supérieures. Alors après, avec, de l'expérience, on peut toujours arriver, à un poste de chef de projet, digital, mais ça prendra beaucoup plus de temps parce qu'il faudra, avoir l'expérience nécessaire pour pouvoir, atteindre ce poste. Donc, l'idée, c'est plutôt, enfin, ce que je conseille en tout cas, c'est plutôt de continuer, en tout cas d'avoir une formation en école pour pouvoir ensuite atteindre ce poste. Second cliché, c'est il faut savoir coder et développer pour faire ton métier. Oui, bah, comme je vous le disais, c'est des choses qui ressortent pas mal. Donc, c'est un métier très technique, etc. Un chef de projet n'a pas besoin de savoir développer. On travaille quotidiennement avec des développeurs, donc c'est important d'avoir cette appétence au sujet technique, comme je vous disais, de comprendre le métier, mais il n'est pas nécessaire de savoir coder ou développer. Ça, tu l'as déjà dit plusieurs fois, donc Oui. inutile de revenir dessus. C'était juste pour lire le cliché que tu nous avais donné. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Nadia. On est presque à la fin. Est-ce que tu as peut-être un dernier message, quelque chose à nous dire, profiter de cette audience pour parler aux jeunes qui nous regardent? Je sais pas. Je te laisse la parole. Bah déjà, je voulais vous remercier, vous, de m'inviter à ce live sur les métiers du numérique. Et puis, bah, je conseille vivement bah, à toutes les personnes là, qui regardent cette vidéo de s'informer sur tous les métiers qui existent parce que bah, c'est vrai que à cet âge-là, on n'a pas encore conscience de l'étendue des métiers qui s'offrent à nous. Donc, c'est très bien de pouvoir suivre ce genre de live. Et n'hésitez pas à poser d'autres questions encore si vous en avez. Je te remercie d'avoir partagé tout ça avec nous, d'avoir pris le temps de faire ça sur ton temps. Bah, Euh, c'était un plaisir. Et je te rajoute peut-être une petite question très pratique. Comment on Oui. fait quand on veut chercher un stage, par exemple, là, si on a envie de faire un stage chez toi, on va taper le nom de ton entreprise, on va regarder s'il y a un numéro, on va envoyer une lettre de motivation. Oui, bah alors c'est vrai que moi, à mon époque, c'était beaucoup plus compliqué parce que bah voilà, il fallait appeler. Enfin, j'ai le souvenir, je me revois en train d'appeler des entreprises, essayer d'avoir l'adresse email des ressources humaines pour pouvoir envoyer un CV ou une demande de stage. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir des outils comme LinkedIn qui vous permettent d'accéder et d'être mis en relation avec bah, des ressources humaines ou avec directement des personnes qui sont en poste.
Donc, n'hésitez pas à vous créer un profil sur ce genre de plateforme et à échanger avec des personnes qui travaillent directement sur des métiers qui vous intéressent ou avec des personnes qui travaillent dans les ressources humaines. De commentaires élogieux pour toi. Les jeunes ont vraiment apprécié être avec toi. Valencia qui nous dit merci d'être venu. Votre sourire nous a éblouis. Ah, bah Euh, c'est gentil. Yacine nous Merci. dit merci beaucoup Nadia. Je vous dis merci parce que bah, on a vraiment découvert votre métier. C'est cool. On dit même que tu ressembles à une actrice. Donc on te fait plein de compliments. Ah, bah j'aimerais bien savoir à quelle actrice je ressemble. Lucas dit que tu ressembles à une actrice, hein. Voilà, donc bah, merci à vous d'avoir suivi ce live. Merci encore, Nadia. Je te remercie pour le temps que tu as pris. Je remercie aussi Mégane qui a traduit Oui, merci Megan. le, le, J'espère que j'ai pas parlé trop vite. notre live métier, hein. Elle nous le dira juste après si tu as parlé trop vite. Non, ça va, ça va. C'est peut-être moi qui ai parlé trop vite. Parfait. Ou qui ai signé trop vite. Merci Mégane et merci Nadia encore une fois, je te laisse et vous Merci je à vous vous. dis à tout de suite, on va faire une petite pause, peut-être 10 minutes et on revient avec un autre live que Vincent va présenter. Merci Nadia, merci à tous, Merci. merci À plus. Mégane, à tout de suite.